Bonjour, bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue, comme chaque semaine. Alors au menu, aujourd'hui, du budget, encore, de la tuyauterie institutionnelle et bruxelloise, de la lutte contre les violences faites aux femmes et pour finir, des faits et des plaisirs divers. Pour en parler, deux personnalités politiques bruxelloises et deux experts journalistes avec nous, Aurore Pénois, journaliste RTBF vivreici.be, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Yves Kengen, journaliste punk à entreleslignes.be, bonjour. Bonjour Monsieur Deleu. En cette fin d'année, on boucle donc les budgets de l'année prochaine à tous les niveaux de pouvoir. Alors à Bruxelles, on le sait, c'est difficile. On a appris cette semaine que le remplacement des départs serait gelé dans l'administration pendant 10 mois, que les entreprises auraient moins de moyens pour se mettre à l'exportation. On rediscute du métro 3 et certains, comme Bessy, parlent même d'une région en quasi-faillite. Il y aura 580 millions d'euros à trouver chaque année. Mardi matin, Fabrice Grosfilet recevait le secrétaire général de Bessy, le bruxellois Yann de Brabanter. La région va devoir la faillite. Ça fait déjà 3 fois que la Cour des comptes s'est abstenue sur le budget de la région de Bruxelles, cette fois-ci sur le budget 2024. Et les chiffres sont là. Fin 2022, la dette s'élevait à 11,4 milliards alors que les recettes n'atteignent même pas 1,4 milliard. On vit très largement au-dessus de nos moyens. En 5 ans de temps, la dette a plus que doublé. Ça ne peut pas continuer et je ne crois pas que c'est avec les mesures actuelles qu'on va redresser très vite. Alors Aurore Pénois, est-ce que vous saviez que vous viviez au-dessus de vos moyens ? Moi, je n'avais pas l'impression que ni moi-même, ni la région, ni tout autour de Bruxelles, on vivait clairement au-dessus de nos moyens. C'est plutôt l'impression de l'inverse, du manque de moyens. Peut-être qu'effectivement, là où on doit sûrement se rejoindre, c'est qu'il y a moyen d'optimiser. Mais je vois vraiment optimiser, mieux utiliser l'argent peut-être. Je ne vois pas vraiment, on va faire des économies. Honnêtement, voilà, tout le monde a besoin de budget, tout le monde a besoin d'argent et malheureusement, il va falloir quand même en trouver d'une certaine manière. Pour la région, effectivement. Et vous, Yves Kengen ? Moi, c'est difficile de juger un budget dont on n'a pas les composantes sous les yeux. On peut toujours dire, oui, il faut économiser là-dessus, mais on ne sait pas. Donc on ne sait pas quels sont les postes qui sont éventuellement surévalués. Là, on l'a su, on apprend petit à petit les éléments, comme je disais, sur le commerce extérieur, sur les fonctionnaires qu'on ne remplacera pas tout de suite. Ce sont des éléments d'économie. Oui, ça je suis d'accord, mais on peut juger un budget que dans son contexte global, n'est-ce pas ? Puisqu'on sait qu'il y a des transferts, qu'on peut boucher un trou là. Je pense que ce qui est intéressant dans cette situation-ci, c'est de souligner que tout le monde occidental vit à crédit et qu'il en va de même pour les gouvernements et c'est dramatique parce que ça rebondit aussi sur la population et que les plus pauvres continuent de s'endetter. On vit tous à crédit et je pense que c'est pas bon ni pour les gens ni pour le budget de la région. Oui, c'est vrai que quand on a beaucoup de dettes, c'est de plus en plus difficile d'emprunter. Mais oui. Évidemment. Donc, la région, elle souffre jusqu'au moment où ça devient impossible. Je propose d'en parler avec nos deux invités. On va les accueillir. L'une est députée bruxelloise néerlandophone et dans l'opposition à la région et dans sa commune. L'autre est ex-parlementaire d'un parti dans l'opposition à la région, mais pas dans sa commune. L'une fut secrétaire d'État régional et traductrice de formation. L'autre fut éminent constitutionnaliste, qu'il est toujours, avant de passer de l'autre côté du miroir et faire de la politique qu'il et elle entrent. Nous accueillons donc Bianca Debat, députée bruxelloise et DNV, et qui vit à Bruxelles. Et à ses côtés, Francis Delperré, comme je le disais, constitutionnaliste, membre honoraire du Sénat et de la Chambre, auteur de l'Horloge constitutionnelle, un petit bréviaire sur la Constitution, publié dans Académie en poche. Et lui, il habite Woluwe-Saint-Pierre. S'il y habite toujours, oui. Alors, bienvenue à tous les deux. Je voudrais d'abord la vision de l'opposition active, puisque Bianca Debat, elle a entendu l'exposé du budget, elle l'a discuté. Qu'est-ce qui ressort pour vous de plus important dans ce budget ? Tout à fait, que le budget
va mal à Bruxelles. Et vous êtes d'accord avec Bessie quand il dit tout à fait raison c'est la faillite? Bruxelles va vers la faillite. La dette a triplé. Monsieur de Blauw disait qu'elle avait doublé. Non, c'est même triplé en quelques années de temps. Connaissez-vous une seule entreprise où un CEO peut présenter 3 fois d'affilée un budget qui présente des chiffres rouges sans démissionner? Ça n'existe bien sûr pas. Et ici, on continue comme si rien n'était. Et la seule chose qu'on fait, c'est tendre la main vers le fédéral et dire il faut plus d'argent, sans le moindre effort budgétaire à Bruxelles. Ça ne va pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut en effet regarder là où on peut faire des économies. Je cite un exemple qui, pour moi, était flagrant, une mauvaise idée, une fausse bonne idée, je le dirais comme ça. C'était la gratuité des transports en commun pour les moins de 12 ans, pour les moins de 18 ans et les seniors. Que ce soit gratuit pour les gens qui ont difficile, qui vivent avec une petite pension ou un faible revenu, je suis tout à fait d'accord, il faut une solidarité. Mais pourquoi est-ce que mon fils, par exemple, pour les gens qui ont un bon salaire, doit aussi profiter de cette quasi-gratuité alors qu'on est à des milliards de dettes? Et vous, Francis Delperré, vous voyez ça d'un peu plus loin, parce que vous avez quitté la politique active aux dernières élections. Comment vous voyez ce budget, cette problématique d'un budget qui est toujours dans le rouge, comme le signalait Bianca Debatz? Dans le rouge, tout le monde le dit. Le président du gouvernement régional le dit. L'opposition le dit. La Cour des comptes dit vous empruntez beaucoup trop et à un moment donné les taux d'intérêt vont augmenter. Donc tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Alors, vous dites que je vois les choses d'un peu plus loin. C'est peut-être aussi parce que je me souviens comment les enveloppes ont été déterminées. Il y a tout de même une particularité de la région bruxelloise, c'est qu'elle n'a pas les moyens qui devraient normalement lui revenir. Normalement, si je travaille, je suis imposé où ça? Je suis imposé sur le lieu du travail. C'est pas le cas ici. Or, ici, comme moi, vous vous promenez sans doute de temps en temps du côté de la gare centrale, vous voyez ces nafteurs, le flot des nafteurs qui vient matin, midi et soir, et puis qui, le soir en tout cas, retourne dans leur région, son domicile et dans sa région. Et c'est là que l'impôt est prélevé. Alors, moi j'ai entendu M. Vervoort, notamment la semaine dernière, dire ça c'est vraiment une question à remettre sur la table, pas tout de suite, on est à la veille des élections, pas en 2024, mais sans doute en 2025 et dans le courant de la prochaine législative. Bianca Debatz, c'est se retourner vers le fédéral, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. C'est tout de même le péché originel. Parce que si vous ne corrigez pas ce défaut-là originel, vous allez vous trouver devant un déficit structurel. Est-ce que vous seriez d'accord, Bianca Debatz? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec vos partenaires du CDNV, côté de la région flamande de cela? Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à un accord là-dessus? C'est une idée qui revient de temps en temps à la surface, mais je pense qu'on ne peut quand même pas oublier qu'il y a déjà des mécanismes de correction qui sont là. Le fédéral finance déjà pas mal, 6 milliards par an. D'ailleurs, dans la dernière réforme d'État, que le professeur connaît très bien, il y a encore eu un refinancement de Bruxelles. Moi, je me pose la question, où est parti cet argent? Parce qu'au lieu d'arriver à un équilibre, ce que les libéraux qui ont ce portefeuille avaient promis, l'équilibre n'est pas atteint, bien au contraire, la dette a triplé. Et donc, la seule conclusion, c'est qu'on gère mal, en effet, les revenus que nous avons. Mais vous étiez dans les gouvernements précédents. Est-ce que c'était mieux géré? Je pense que c'était mieux géré, en tout cas, parce qu'on constate quand même que ce déficit devient de plus en plus grand ces 5 dernières années. Et on ne parle même pas encore du métro 3. Si le métro 3 vient, impossible de payer avec le budget régional s'il n'est pas mieux utilisé en tout cas. Alors Francis Delperré, si on va au-delà de ce péché originel dont vous parlez, et où apparemment tout le monde n'est pas d'accord pour le corriger, ce péché-là. M. Vervoort d'ailleurs a dit refonte, mais partielle. Il n'a pas dit refonte globale. Il n'a pas dit que l'impôt devait nécessairement être prélevé sur le lieu du travail, partiel. Mais quand on parle de correction, effectivement, de ce que le fédéral donne déjà à la région, est-ce qu'on peut envisager que le fédéral donne davantage, comme certains le demandent? C'est évidemment une des questions qui va se poser dans l'après-élection. Je rappelle que 2024, c'est même l'année de toutes les élections. Et par conséquent,
s'il y a bien des négociations qui vont devoir s'ouvrir, c'est après cela, et le dossier sera, je pense, de toute façon sur la table. Alors, si on parle des dépenses maintenant et des économies qui sont faites, est-ce que c'est des économies de bout de chandelle puisque finalement, on sait, je vous ai cité le chiffre là des 580 millions, il y a quand même beaucoup d'argent à aller chercher l'année prochaine pour le gouvernement suivant. Donc, on va couper dans quoi, Bianca Debattre? Si vous vous retrouvez après les élections dans le gouvernement suivant, vous allez couper dans quoi? Si je peux encore faire la comparaison avec le monde privé, le monde des entreprises, ce que moi je ferais, c'est un audit. Ça me paraît évident et de regarder là où on peut faire des économies d'échelle. Deuxièmement, je vous ai parlé de la gratuité des transports en commun pour ceux qui n'ont pas nécessaire, hein, pour ceux qui ont vraiment besoin. Ça va non, pas mais c'est tout ça. il faut... Non, mais il faut cumuler le tout, bien sûr. Je pense au centre de drogue. 5 millions d'euros qui ne va absolument pas solutionner les problèmes de drogue et de la délinquance à Bruxelles. Le musée du chat. Je veux dire, on sait à peine financer quand on voit l'état de nos musées bruxellois. On vient avec plein d'idées, des cadeaux qui peuvent paraître sympas, mais qui ne font que alourdir en fait la fracture. Et ça, je pense, c'est une mauvaise gestion. La relation entre les communes et la région. Les 6 zones de police, il ne faudrait pas plutôt aller vers une zone de police, faire aussi des économies d'échelle à ce niveau-là. Donc je pense vraiment que si on creuse un petit peu, c'est pas si facile que ça. C'est pas nécessairement l'argent de la région, mais si on parle à gauche, par exemple, certains disent il faut augmenter le cadastre, augmenter les taxes où finalement la région a la main. Est-ce que ça, vous êtes d'accord, Francis Delperret? Moi, je ne vais pas être d'accord. Moi, je ne suis pas... Oui, vous n'êtes pas dedans, mais est-ce que ça vous semble être... Le Parlement bruxellois... Non, vous êtes toujours membre des engagés, donc vous pouvez avoir une idée en tant que militant. Ce que je constate, c'est que Sven Gatz, par exemple, a déjà dit, c'était la semaine dernière, il faut faire des économies de personnel. On ne recrute plus. C'est quand même une décision lourde de sens, parce que quand vous aurez des administrations avec des bureaux vides, parfois à des postes importants, y compris de direction, on ne recrute plus 3% du personnel. On va faire des dépenses, on va faire des économies en matière de fonctionnement. 5%. Linéaire. Est-ce que c'est suffisamment nuancé, modulé, etc. Et puis les subventions. Mais là, c'est les associations qui vont trinquer. Mais est-ce que cette idée d'audit, vous pourriez la suivre? Bien entendu. Oui, c'est clair. Pourquoi on ne le fait pas? C'est quand même la grande question. Pourquoi on ne le fait pas? Alors qu'on sait qu'on va devoir aller... Je veux dire, demander de l'argent au fédéral, c'est bien beau, mais on peut quand même aussi attendre des efforts de la région même. Ce n'est pas un robinet là qu'on laisse couler et que l'argent vient de notre niveau, sans la moindre responsabilité du niveau où les dettes ont commencé. Ça me paraît vraiment très bizarre. Les dettes, elles ont commencé quand? Mais je vous dis, c'est les 10 dernières années, et surtout les 5 dernières années, que ça augmente exponentiellement. Là, vous chargez évidemment la majorité actuelle, puisque vous êtes maintenant dans l'opposition, donc ça c'est logique. Mais la législature précédente, elle n'était pas endettée? Beaucoup moins que maintenant. Oui, beaucoup moins peut-être. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez envisagé de faire un audit? On était à 5 millions, on est à 12 millions maintenant. On voulait non, l'idée c'était l'équilibre en 2024. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement régional, mais le Covid, l'Ukraine, l'inflation, le coût de l'énergie. Je ne plaide pas, mais c'est des arguments qui effectivement ont été... Je regarde mon propre budget. Et augmenter les taxes, je pense, c'est une mauvaise idée parce que déjà, je constate que la classe moyenne quitte Bruxelles pour plein de raisons. Logement quasi inabordable, sécurité dans les quartiers. Et donc, la classe moyenne quitte. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la solution des libéraux, des rebello-ferrants? De dire, le peu de classe moyenne qui reste encore à Bruxelles, on va encore le payer double. Fausse bonne idée aussi. Après, les autres gouvernements ne sont pas en meilleure santé non plus. Si on descend en Wallonie, au Fédération Wallonie-Bruxelles, les entités sont... Il y a peut-être une volonté aussi de se dire qu'il faut trouver d'autres solutions plus globales, ou alors c'est une pensée. Francis Delperret, c'est vrai, la Fédération Wallonie-Bruxelles est en difficulté, on le sait, et elle ne peut même pas mettre en place des taxes. Elle n'a pas cette possibilité-là. Là, on est aussi, quand vous parliez de péché originel pour la région bruxelloise, est-ce qu'il n'y a pas un péché originel aussi pour la Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, mais donc c'est toute la question du financement global de l'État fédéral avec ses communautés, avec ses régions, avec aussi ses collectivités locales.
vient d'en dire un mot, tout ça est lié. Il n'y a pas d'argent qui sort, pas d'argent magique, qui sort du robinet. Ça n'existe pas. Et alors, aussi ce qu'on peut dire, c'est que malgré une fédéralisation assez poussée dans notre État, on se retrouve quand même à toujours dépendre des autres pour faire quelque chose. Est-ce que, ça va nous amener à notre deuxième sujet, est-ce que tout ça est bien pensé? Là, je me retourne vers Francis Delperrey. Pendant plusieurs années, vous vous en êtes occupé comme académique, puis comme élu. Est-ce que tout ça est vraiment bien pensé, ou bien est-ce qu'on ne s'est pas trompé à faire toutes ces couches de lasagne institutionnelle? Je n'aime pas l'expression lasagne. Je le sais, c'est pour ça que je l'utilise. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une lasagne? Vous mangez de la lasagne. Bon, ce sont des couches de pâte, et à l'intérieur, il y a un peu de viande, un peu de sauce, et puis une béchamel, et on passe ça au four, etc. Donc, c'est une superposition. Mais en Belgique, il n'y a pas de superposition. Il y a l'État à côté, pas au-dessus, la communauté. À côté, il y a la région. Donc, c'est mes amis de Bologne, parce que j'ai tout de même testé la formule devant mes collègues de l'université, la vieille université de Bologne. Qui connaissent la bolognaise. Qui m'ont dit, c'est en réalité une lasagne renversée. Ouais. Bon. Donc, il y a des couches, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, elles ne sont pas superposées, et il y a donc une multiplication d'institutions. J'ajoute tout de même que c'est la logique du fédéralisme. Un État unitaire, c'est simple. Un roi, un parlement, une cour de cassation, on a tout réglé avec ça, quelques provinces, communes, voilà. Il ne faut pas avoir fait 5 ans de droit constitutionnel pour comprendre cette réalité-là. Un État fédéral, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, que ce soit en Allemagne fédérale, en Suisse, etc., c'est par définition complexe. Alors moi, parfois, quand on me dit simplifions à Bruxelles, surtout, j'ai dit attendez, la simplification ne va rien arranger. Elle fera des économies. Il y aura au moins des économies. Bien sûr. Et puis il y a la question de savoir, si je simplifie, qu'est-ce que je supprime? Et là, j'aurais tendance à dire, je ne raisonne pas comme constitutionnaliste, même si j'ai fait ça pendant 50 ans, je raisonne aussi comme citoyen, bruxellois. Et je me dis, quand je vois les structures de Bruxelles, qu'est-ce que je supprimerais? Est-ce que je vais supprimer les communes? Je suis dans une commune. Bon, il y a des grosses communes comme Bruxelles-Ville, il y a des plus petites communes comme Watermal-Boisfort. On peut éventuellement supprimer 1 ou 2 communes, mais on restera tout de même avec un certain nombre. Je suis même frappé de voir qu'on développe à tout instant, dans tous les discours, dans tous les meetings, etc., le thème de la démocratie de proximité, et on viendrait dire, ah non, on va supprimer une commune qui a 100 000 habitants. Écoutons Bianca Debatz là-dessus, puisque vous avez parlé de fusion des zones de police. Mais effectivement, il y a la question de la fusion des communes qui revient souvent du côté néerlandophone. Du côté néerlandophone. Quelle est votre position là-dessus, Bianca Debatz? Mais je pense que c'est le vrai débat, c'est comment mieux organiser Bruxelles. Moi, en tant que CDNV, je ne suis pas pour supprimer les communes. Contrairement aux socialistes flamands, par exemple. Parce que je pense que les communes ont leur rôle à jouer, sont proches du citoyen. Par contre, pour moi, le vrai débat, c'est comment mieux répartir les compétences entre les communes et la région. Est-ce qu'il faut faire 19 fois 20 plus 1, donc 20 fois la même chose? Personnel, services informatiques, propreté, il y a plein de dossiers, je pense, qu'on peut citer. Est-ce que ce ne serait pas plus logique, moins coûteux, de transférer certaines compétences à la région? Gain d'économie, mais aussi gain d'efficacité, je pense, et plus d'uniformité. Parce que ce que moi je déplore, c'est qu'à Bruxelles, pour la région, il n'y a pas de leadership. Moi, depuis 5 ans, je me pose la question, qui est le vrai patron de Bruxelles? Est-ce que c'est Philippe Claus ou Rudy Vervoort qui est absent, on ne le voit pas. Et donc, je pense que là, c'est le vrai débat. Pour moi, les communes doivent rester, mais transférer certaines compétences. Sur l'aspect mécanique de revoir les compétences des uns et des autres. Pourquoi pas? Est-ce que ça peut se faire au sein de la région bruxelloise, cette discussion-là? Bien sûr. Ce n'est pas nécessairement la même solution qui va être apportée au nord, au sud du pays. Deuxième question, j'ai dit, faut-il supprimer les communes? Je vois qu'on est d'accord pour dire que non, il faut les maintenir telles qu'elles sont, avec pas telles quelles. Éventuellement, je comprends, avec des compétences peut-être retravaillées. Accords de compétences. 2, il y a une région. Est-ce qu'il faut la supprimer? Mais non. Au contraire, une région,
pleine, entière, avec ses responsabilités, comme les autres régions. 3. À Bruxelles, il y a évidemment aussi les deux communautés, la communauté flamande et la communauté française. Faut-il maintenir ce système? Oui, dans mon esprit. Oui, aussi, Bianca Debat. Absolument, les communautés, oui, bien entendu. Moi, j'ai habité Bruxelles. J'enseignais à Louvain-la-Neuve. J'enseignais à qui? À des étudiants qui venaient de Bruxelles, des étudiants venant de Wallonie, des étudiants qui venaient de l'Europe entière, avec les accords Erasmus, qui venaient du monde entier. Je n'imaginais pas un seul instant que je puisse réduire ma vocation d'enseignant au bras moindre. Donc, la communauté établissant notamment des liens entre les francophones de Bruxelles et les francophones de Wallonie, c'est un élément essentiel dans des matières comme par exemple l'enseignement, la culture ou la santé. C'est évident. On ne changera jamais rien du coup. Pardon? On ne changera jamais rien. Ça sera attendez, jamais je n'ai pas fini mon paysage, moi. Okay. Alors continuons le paysage et on réagira ensuite. Alors, oui. Si je continue sur le paysage et je reviens à Bruxelles, ce qui complique quand même les choses à Bruxelles, c'est qu'on a d'abord des scories du passé, l'agglo. L'agglomération, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient. Non. Mais voilà, c'était avant la région bruxelloise. C'était avant la région bruxelloise. Et c'est toujours dans la Constitution. C'est toujours dans la Constitution. Bon, on pourrait tout de même nettoyer un petit peu ce genre de choses pour que le paysage, pour reprendre l'expression, apparaisse de manière un petit peu plus claire. C'est une chose. 2, j'ajoute quand même qu'à côté de la région en tant que telle et des deux grandes communautés, il y a des commissions communautaires qui n'ont d'ailleurs pas le même statut. La commission communautaire flamande est un statut décentralisé. La commission communautaire commune et la commission communautaire française sont un statut fédéré. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un certain nettoyage à faire au niveau de ces commissions communautaires? Aussi, il y a un accord de principe là-dessus, bien qu'à débattre. Ça, oui. Dire oui, la commission communautaire commune, on l'intègre dans la région. Bah oui. Par contre, pour moi, pour le CDNV, comme vous dites d'ailleurs, si je vous ai bien écouté, les deux communautés ont un rôle important à jouer à Bruxelles. Quand je regarde les investissements que la communauté flamande fait à Bruxelles, c'est plus de 1 milliard. Les écoles, par exemple, les écoles néerlandophones, l'enseignement, énormément de francophones d'ailleurs envoient leurs enfants dans ces écoles, ce qui est une bonne chose parce que tous ces petits gamins vont devenir parfaitement bilingues. Et donc ça, je pense, le rôle des communautés, il ne faut pas y toucher à Bruxelles. Madame de Basse, moi je ne parle pas du rôle des communautés, au contraire, j'ai insisté sur là, vous étiez d'accord. Vous étiez d'accord. Ce sont les commissions communautaires. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que pensent nos téléspectateurs de ce cours de constitution comme ça. Oui, non, comme ça sur le pouce. En résumé, moi je trouve ça intéressant, et puis surtout d'entendre le point de vue d'une néerlandophone qu'on ne peut pas toujours entendre chez nous. Et justement, je voudrais, avant de dire un mot du livre de Francis Delperrey, est-ce qu'on va vers une nouvelle réforme de l'État, Bianca Debatz? Quand vous avez des discussions avec vos collègues du CDNV, est-ce que vous les sentez favorables à dire, bon, prochaines élections, juste après les prochaines élections, il faut qu'on fasse une nouvelle réforme de l'État? On doit aller plus loin dans la réforme de l'État. En tout cas, pour nous membres du parti à Bruxelles, cette réforme intra-bruxelloise est plus importante, je dirais même, qu'une réforme au niveau que le reste. Oui, voilà. Maintenant, j'entends que les partis francophones se sont réunis, il faudra formuler une réponse par rapport à ça, mais je pense qu'on commençons d'abord par cette réforme intra-bruxelloise. Et puis pour nous, si on discutera, on ne peut pas l'exclure, une nouvelle réforme d'État, il y a quelques principes qui sont sains, donc pas toucher aux communautés. Bien sûr, non au séparatisme. Ce fétiche de la NVA, pour nous, c'est impossible. On ne va jamais mettre d'accord sur ça. Et la représentation néerlandophone aussi, c'est un de vos feux rouges, ça, au sein du Parlement? Maintenant, est-ce qu'on peut discuter sur le nombre de députés? Oui, mais tout en gardant, bien sûr, l'équilibre entre francophones et néerlandophones. Là, au moins, c'est clair. Alors, dans votre livre, L'horloge constitutionnelle, on apprend, Francis Delperrey, que le temps est vraiment quelque chose d'important et que la Constitution est une espèce de maître du temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, cette notion que vous avez voulu développer dans l'horloge constitutionnelle, cette comparaison que vous faites entre le temps, l'horloge, et les mécanismes de la Constitution? Je crois que nous avons un point commun. Dans la vie politique et dans la vie médiatique, le temps, il est compté. C'est vrai. Et chaque minute, chaque seconde compte. Et ce qui m'est apparu en
en regardant l'horloge, mais je me suis dit, mais au fond, il y a des chiffres. Et ces chiffres sont décisifs. Vous savez, la Chambre des représentants se réunit tous les ans le 2e mardi d'octobre. Et les initiés savent que c'est à 14h. Pas le 2e mercredi, pas le 1er lundi. Les chiffres sont là. Même chose. C'est dans la Constitution. Et c'est écrit dans la Constitution. La Chambre renvoie le gouvernement, renverse le gouvernement. Le gouvernement dissout la Chambre. Conclusion, calendrier, réunion des électeurs dans les 40 jours, réunion des chambres dans les 2 mois et dans les 3 mois s'il faut changer la Constitution. Et après ça, formation du gouvernement. Donc tout ça voilà. est tout dans ça, les chiffres. C'est dans le bien texte. Programmé. Oui. Ça, ce sont les aiguilles. Oui. C'est les aiguilles de l'horloge qui donnent le processus, en quelque sorte. C'est, derrière le mot aiguille, il y a aiguillage, évidemment. Processus qui est déterminé. Et puis, vous savez, dans certaines horloges, il y a aussi des sonneries. Des alertes. Alors, la sonnerie du jeudi à 14h qui appelle les députés en séance, la sonnerie du soir quand il faut voter alors que les députés sont à la buvette ou dans leur bureau, et puis il y a la sonnette d'alarme, quand même, voilà, quand même beaucoup de choses. Là, qui permet... il y en a, pas tous, mais il y en a qui sont là. La sonnette d'alarme, c'est pour alerter et finalement pouvoir bloquer un texte d'une autre assemblée, si on dit rapidement. Et alors, dans le 3e cas, donc parce que vous avez parlé des chiffres, les chiffres, les aiguilles, le processus, etc., et les sonneries, sans compter, parce que certains me l'ont fait remarquer, qu'il ne fallait pas rester au temps des horloges du 18e, la liégeoise ou la comtoise, qui est sur un... Il y a des horloges numériques maintenant. Mais, vous savez, les montres intelligentes... Eh bien, pourquoi ne faudrait-il pas aussi être intelligent dans le domaine constitutionnel? Voilà, donc une lecture à recommander, mais pas seulement pour les horlogers. Alors, je vous propose une galerie de portraits à tous les deux, une galerie de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par vous, Bianca de Batz. Tout d'abord, Conor Rousseau, vous connaissez bien, ex-président de parti aux propos racistes qui a démissionné. Sam Altman, le patron d'OpenAI, inventeur de ChatGPT, viré puis réintégré en quelques jours. Nina Pinzarone, une gymnaste bruxelloise talentueuse qui n'arrête pas de gagner des concours. Et Geert Wilders, l'homme en colère d'extrême droite, vainqueur des élections aux Pays-Bas en fin de semaine. Alors, de qui voulez-vous parler ? Je pense que je n'ai pas beaucoup d'autres choix que de parler de Geert Wilders. Ce n'est pas un choix de cœur, mais c'est vrai qu'il domine l'actualité quand même politique depuis les élections en Hollande. Oui. Est-ce que c'est un signe de ce qui risque de se passer en Flandre ? J'espère que non. J'espère que non. J'espère que l'électeur va comprendre que ce genre de parti ne résout rien, qui fait que monter la haine entre les communautés, alors qu'à Bruxelles, nous sommes 180 nationalités. La seule vocation qu'on a, je ne dis pas que tout va bien, il y a des quartiers où c'est difficile, je sais bien, mais on n'a qu'un choix, c'est de vivre paisiblement ensemble. Et donc, on peut se passer de figures comme Geert Wilders, donc j'espère qu'on va faire un autre choix à Bruxelles et en Flandre et à Wallonie, parce que les extrêmes sont bien présents en Wallonie aussi, peut-être pas d'extrême droite, mais d'extrême gauche. Et d'ailleurs, c'est quand même assez bizarre aussi, cette figure, parce qu'il est contre la migration. Il a gagné principalement ce sujet. Seulement, il est fils d'une maman indonésienne, mariée avec une Hongroise. Et quand on gratte un petit peu dans sa famille, on voit qu'il y a beaucoup de gens, comme dans toutes les familles, je pense surtout à Bruxelles, on a souvent des origines ailleurs. Et donc, c'est des personnages qui me font peur. Et ça me faisait penser à Koen Geens, que vous connaissez aussi, à l'ancien ministre de la Justice, qui disait hier dans un débat... J'avais peur que vous le compariez. Non, il n'est pas comme lui. Comparaison n'est pas possible. Non. Mais il disait quelque chose qui m'avait interpellée quand même. Mais il avait dit, notre difficulté maintenant, surtout pour les partis de centre, c'est que nous devons faire de la politique gouvernée comme des démocrates que nous sommes. Mais quelque part, on est forcé par les réseaux sociaux de communiquer comme du populiste. Et c'est quelque part ça, je pense, la difficulté de notre temps, c'est que maintenant, pour se faire remarquer avec les réseaux sociaux, c'est des one-liners, il faut attaquer les autres.
C'est pas comme ça qu'on gère une société. Et vous, Francis Delperrey, je vous en propose 4 autres. Oui. Tout d'abord, Bill Gates, visiteur d'égout bruxellois la semaine dernière. Daniel Hansens, le comédien couronné d'un prix Materlinck, mais puni après par les subsides qu'il n'a pas eu. Bob de Groot, le dessinateur de Robin Dubois, le voici, de Robin Dubois et de Léonard, décédé dans la semaine. Ou Javier Milei, le nouveau président populiste argentin, surnommé l'homme à la tronçonneuse. Voilà, entre Milei et Wilders, on a le choix cette semaine. Oui. Alors, Francis Delperrey, de qui voulez-vous parler? Non, moi je prendrais Bob de Groot, qui est à la fois un dessinateur, un scénariste, qui a fait ses propres personnages, Léonard notamment, et par ailleurs, qui a, je crois, été un peu le scénariste de beaucoup d'autres. Scénariste très fécond, vous avez raison. Dans la bande dessinée, il est un peu, le père non reconnu de certains autres. Donc, voilà. Et j'avouerai que les personnages de Groot, ben voilà, ils sont gentils, ils sont ironiques. Et il y a toujours un petit côté caustique dans ce qu'ils font. Je vais me tourner rapidement vers les 2 experts, leur demander si parmi les personnalités que vous avez vues, il y en a une dont vous voulez dire un mot, peut-être Yves. Moi, j'aurais choisi les deux élus d'extrême droite. D'abord, moi, je vote aux législatives aux Pays-Bas, puisque je suis de nationalité néerlandaise. Oui. Et donc, j'ai suivi évidemment cette élection d'assez près. Et quand j'ai vu les résultats, vraiment, j'étais atterré. Ça m'a rappelé la victoire de Trump il y a 5 ans ou 6 ans. C'est horrible. Et Milei, c'est tout aussi horrible parce que, je veux dire, c'est un fou furieux. Donc, voilà, j'aurais développé ça. Oui. Aurore Pénois, de votre côté? Plus ou moins pareil aussi. En fait, je me demande dans quelle mesure on dit toujours qu'on est... On pourrait revivre l'histoire et qu'en la connaissant, peut-être on passera à côté. Mais j'ai quand même l'impression que dans tous les pays européens, et finalement l'Argentine prouve aussi que c'est le cas au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, quoi. On verra le 9 juin. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. Je vous propose d'abord l'accord sur le palais Stockley entre la région et la famille. L'Expo Hoffmann aura sa vidéo. Le vote contre l'antisémitisme à minima vendredi dernier au Parlement bruxellois. La grève à Brussels Airlines, à la fois des pilotes le 11 décembre et du personnel de cabine début décembre. La libération d'otages et de prisonniers contrepose des combats au Proche-Orient. La grâce pour les indépendantistes catalans pour sauver le gouvernement socialiste espagnol. Bianca de Batz, qu'est-ce que vous choisissez de commenter? Le vote contre l'antisémitisme, parce que j'ai fortement déploré. J'étais malade ce jour-là, mais j'avais participé, j'avais signé le texte, bien sûr. Et j'ai fortement déploré qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Moi, j'avais vraiment pensé que tout le monde serait mis d'accord. Apparemment, pour certains élus, il est impossible de reconnaître que l'antisémitisme existe, et non seulement qu'il existe, c'est qu'il augmente à Bruxelles. Quand je vois que maintenant, il y a des façades de gens qui sont abîmés, des gens qui ont des commerces, ils sont juifs, ils ont des origines juives, ça me fait peur. Et donc, je constate que le conflit... sans prendre de parti pour la Palestine ou l'Israël, mais que ce conflit est importé à Bruxelles. On a débattu d'ailleurs au Parlement bruxellois ce matin. Il y a des écoles maintenant à Molenbeek qui ont dû engager des conflits de médiateurs, des négociateurs. Des médiateurs. Des médiateurs, parce que cette haine prend des ampleurs énormes, que c'est presque devenu impossible de donner cours. Ça me fait peur. Francis Delperrey, une autre info sur laquelle vous vouliez réagir? Mais moi, j'habite Woluwe-Saint-Pierre. Ah oui, donc le palais Stockley. À côté du palais Stockley. Vous aimeriez le visiter plus souvent? Pas plus souvent, une fois. Déjà une fois. Une fois, ce serait déjà pas mal. Attention, accord sur Stockley, ça ne veut pas dire que les portes du palais Stockley sont ouvertes. C'est l'idée que le palais va être reproduit, si j'ai bien lu, il l'est déjà. 3G. Oui, c'est ça, en 3D. En 3D, dans une expo. Qu'il figurerait dans une exposition internationale consacrée à Hoffmann. Oui. Donc, c'est une... Voilà, je me dis c'est peut-être un pas dans la bonne direction, tout cela le long de la vie terrestre. Oui, alors je vous propose d'autres petites rubriques que l'on a l'habitude de faire depuis la rentrée. D'abord, ils l'ont dit, là c'est une personne qui l'a dit, c'est en Ukraine, il faut arrêter cette stratégie. Et vous savez qu'il a dit... C'est Vladimir Poutine lui-même, il a dit ça au G20 en visio, c'était le 22 novembre.
Une réaction en un mot là-dessus qu'il arrête. Francis Delperrey. Qu'est-ce qu'il attend? Pas mieux, pas mieux. C'est le bon sens. Voilà. Alors, ça c'était, ils l'ont dit. Maintenant, ils l'ont fait. Schuman va devenir une place. Et cette semaine, il y a eu les premiers coups de pelle. Voilà, on voit beaucoup de ministres et de bourgmestres qui étaient là avec leur pelle. Non, ils n'ont pas vraiment creusé. Moi, j'ai vu Vincent de Wolf creuser un peu. Voilà. Une petite réaction, Francis Delperrey, là-dessus? Bruxelles en chantier. Oui. C'est enchanteur. Oui. Pas mieux, Bianca de Batz, c'est ça? Non, pas mieux que ça. Non, je ne pas tout de suite. Dernier, ils ont fait, c'est les illuminations de Bruxelles et plaisir d'hiver qui va commencer... qui commence ce week-end, et avec un chat qui n'est pas celui de Gueluc, pour une fois. Vous voyez, le chat lumineux, là, la bruxelloise dit quoi? Ça devient de plus en plus un Disneyland, un peu trop. Oui, donc... Oui, je dirais un bon moment, un bon lieu, au cœur de Bruxelles. Je ne suis pas très tartiflette, quand même. Ah, mais ça, justement, on va en parler. Ah oui, c'est ça, parce que j'aimerais développer pourquoi je dis ça. On va en profiter pour parler de ces festivités de fin d'année à Bruxelles. Le secteur touristique est important à Bruxelles, maintenant depuis plusieurs années. Le bourgmestre insiste là-dessus. Est-ce que ça doit rester une priorité? Est-ce que toutes ces festivités ont du sens? Alors, dites-nous, vous disiez ça ressemble un peu à Disneyland, ça veut dire que l'ensemble des festivités à Bruxelles, vous les trouvez un petit peu fabriquées, un peu marketing Oui, bien sûr que j'aime les marchés de Noël. D'ailleurs, qu'à Bruxelles, on ne peut plus les appeler marchés de Noël. Hein. C'est interdit par les socialistes. Oui. Marché, effectivement. Mais la tartiflette, vous aimez? J'aime la tartiflette, voilà. J'aime le glühwein, les smoothie, tout ça, c'est pas la question. Ça rassemble les gens, c'est bon pour l'économie, il faut l'avouer. Hein. C'était quand même 3 millions, je pense, de visiteurs l'année passée. Hôtellerie, tout ça, très bien. La seule question, et c'est ce que j'entends, ce qui me revient des gens qui vivent vraiment dans le centre-ville, et j'y vis aussi, c'est que c'est bruyant, il y a une pollution non-stop de son et de lumière, et qu'il faut quand même veiller à garder un équilibre entre, effectivement, ce genre de festivités, mais aussi un confort de vie pour les gens qui y vivent. Et j'ai l'impression que Philippe Claus, le bourgmestre, il fait tout pour plaire les touristes, peut-être un peu moins pour les gens qui y vivent. Francis Delperrey, c'est quand même une symbolique forte pour une région qui veut exister, justement, d'avoir ce genre de festivités. J'ajoute, au-delà de ce que je dis sur la tartiflette ou sur le vin chaud, que ce qui m'intéresse cette année-ci, peut-être, c'est qu'il y a des invités culturels. Tout à fait. Le Québec, et plus que le Québec, à l'intérieur du Québec, ce qu'on appelle les Premières Nations. Les nations autochtones, ça c'est tout de même une forme de reconnaissance, je dirais presque politique, qui se présente d'ailleurs dans les institutions canadiennes, dans les institutions québécoises, etc. Ça, je dirais que c'est un coup de chapeau. Yves Kengen. Oui, À condition tout de même que ce ne soit pas comme les pygmées de l'Expo 58. Oui, non, mais on n'en est pas là. Non, heureusement. Mais j'aurais voulu revenir un peu en arrière, parce que je voulais intervenir quand vous avez proposé les 5... mais là, vous revenez fortement en arrière. Parce que là, on parle de Bruxelles et du tourisme. Hein. Oui, bien sûr, mais je trouve qu'on a évacué un peu rapidement le sujet, mais si vous ne souhaitez pas que je revienne... Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, moi. Eh bien, que dans toutes les propositions que vous aviez faites, il y avait la lutte contre l'antisémitisme. Et je pense qu'il faudrait préciser que l'antisémitisme est un délit, bien sûr. Contrairement aux autres propositions que vous avez faites. Exact, oui, tout à fait. Oh, oui, tout à fait. Moi, je peux rebondir sur les marchés de Noël, justement. Désolée pour ce que je vais dire. Je comprends que quand on vit à Bruxelles centre, en ce moment, c'est bruyant et autres, mais ça me fait penser un peu à ces gens qui accueillent un festival de musique en Wallonie quelconque, qui pendant 4 jours, 5 jours, une semaine, sont extrêmement dérangés, mais que le reste du temps, ça se passe plus ou moins bien. Et donc, ça me fait un peu penser à cette idée de se dire « Ah non, c'est près de chez moi, et donc ça va être l'enfer ». Je trouve qu'en termes de visibilité internationale, Bruxelles, au-delà des gaufres et du chocolat, grâce au marché de Noël, à l'heure actuelle, ça devient quelque chose pour lequel on vient réellement plus que le reste. Il est extrêmement coté à l'étranger et en termes d'économie et en rentrée financière, en fait, c'est un appel d'air de dingue. Et donc, malheureusement, effectivement, peut-être pour les habitants du centre,
À côté de ça, le reste du temps, c'est très compliqué aussi. Et j'aurais l'impression que c'est plutôt sur le reste de la période, sur le piétonnier, où il y a beaucoup de problèmes aussi, qu'il faudrait plus mettre l'accent pour résoudre, pour donner plus de calme et d'espoir et de respiration aux habitants, que sur ces 5 semaines de fête. Surtout que l'argument économique qui pour vous n'est pas le plus important, il est le plus important, je prendrais dans le cadre de Brussels Airport. On dit toujours, l'argument économique, c'est qu'il faut que l'aéroport fonctionne. Oui. Et finalement, ceux qui souffrent du survol, ils n'ont qu'à en souffrir. Donc ici, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de double langage ? Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, l'aspect économique, bien au contraire. Hein, bien sûr, Bruxelles a besoin de revenus. On en parle au début. Mais je pense qu'il faut quand même aussi, c'est ce que j'ai dit, garder un certain équilibre. Et surtout, ce qui m'a fortement dérangé, vous vous souvenez peut-être le festival Core, le festival de musique. Qui a duré un week-end. Qui a duré un week-end, en plein examen. Donc, bravo pour les familles qui vivent là. J'ai reçu des mails. Je vous raconte quand même l'anecdote. Beaucoup de familles sont parties, ceux qui peuvent se le permettre, ont loué des chambres à l'hôtel ou sont partis dans un appartement en la mer pour être en tranquillité. Pas tellement parce que les gens ont le NIMBY, not in my backyard. C'est pas ça. Ce qui gêne, c'est que la région et la ville fait voter des règles, par exemple aux normes sonores, mais ne les respectent pas soi-même. Ou accepte des exceptions. C'était pareil d'ailleurs pour la foire du Midi. Personne n'a quelque chose contre la foire du Midi, c'est festif, ça rassemble. Mais est-ce que ça doit vraiment faire du drum and bass jusqu'à 11h au plus tard la nuit? Et donc c'est là que je dis attention que Bruxelles ne devienne pas un Disneyland. Il faut aussi que les gens vivent. Oui, vous savez pourquoi, monsieur? Seulement quand les comités de quartier sont allés voir le juge, seulement là, le bourgmestre a écouté. Pas quand on l'a interpellé au conseil communal. Francis Delperré, sur ces problématiques de est-ce que Bruxelles doit être plutôt touristique ou est-ce que Bruxelles doit plutôt être un lieu avec des monuments qu'on visite calmement et des musées, est-ce qu'il faut avoir plus de musées? Tout à l'heure, Bianca Debas disait le musée du chat, bof. Il y a aussi Canal. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre une région? Il faut un peu de tout, comme on dit pour les fromages. Je crois que vous faites à la fois la question et la réponse. Hein. Ah bah alors, on peut passer à autre chose. Un peu de tout, non. Ça ne peut pas être à la fois, ça ne peut pas être uniquement un événement, soit touristique, soit sportif, soit culturel. Il doit être possible de jumeler ces différents types de préoccupations. Ça, c'est effectivement la responsabilité et de la ville et de la région. Juste un dernier mot, Bianca Debas, vous avez réagi cette semaine, il y a eu aussi un problème au Stade Roi-Baudouin, parce qu'on devait jouer un match des Diables Rouges, et on n'a pas pu jouer parce qu'il a plu. C'est quand même bizarre, il pleut. Mais il pleuvait partout en Belgique. Oui, et beaucoup. Et beaucoup. Oui. Hein. Ce qui m'a dérangé, c'était, en termes d'image pour Bruxelles, capitale de l'Europe et du pays, c'était catastrophique, c'est qu'on a dû déplacer le match de foot, Diables Rouges, à Louvain. Oui. Sans public, donc ambiance zéro. Je ne sais pas si vous avez suivi à la télé. Oh, oui. J'ai interpellé l'échevin et le bourgmestre Philippe Claus en disant mais comment ça se fait? Parce que vous saviez qu'il y avait un problème de drainage ou pas? Parce que c'était beau, on ne savait pas jouer. Il m'a dit que non. Et puis 2 jours plus tard, j'apprends qu'ils étaient au courant depuis le mois de mai. Très bien. Ce qui est extraordinaire dans cette pantalonnade footballistique, c'est que le match qu'on a finalement joué au Heysel, au Roi-Baudouin, contre l'Azerbaïdjan... Oui, quelques jours plus tard. Voilà, on a réussi à se tromper d'hymne national. Attendez, on a gagné. Oui, l'essentiel, c'est qu'on ait gagné et que Romelu Lukaku ait marqué 4 buts. D'image de Bruxelles. Oui, tout à fait. On va passer à notre dernier thème. Les violences faites aux femmes étaient dans l'actualité, à peu près, et le sont encore aujourd'hui, comme tous les 25 novembre, avec le lancement d'actions comme Stop Féminicide, ou encore ce nouveau lieu inauguré près de l'ULB, consacré à la section EVA, reportage Myriam Ladissi, Charles Carpro et Stéphanie Mira. À l'intérieur de ce commissariat, une salle d'audition un peu spéciale, avec un objectif, accueillir les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales. Une prise en charge avec des critères bien précis. Les croire d'office, l'écoute, l'empathie, pouvoir travailler à leur rythme, tout en gardant en tête qu'on est policier et qu'on a besoin d'éléments d'enquête. Mais c'est vraiment se dire que voilà, on va travailler au rythme de la victime et réfléchir à ce qui est bon pour elle.
C'est le principe de la cellule EVA, une cellule composée d'inspecteurs et d'inspectrices spécifiquement formés. Ils sont 7 à se relayer ici. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'en parler, qui ont peur des avis des autres, du jugement, et c'est bien d'avoir un espace comme ça où tu sais que tu ne vas pas être jugé. C'est la 3e cellule EVA à Bruxelles. Celle-ci a une localisation stratégique entre les campus de l'ULB et de la VUB. On a lancé les mouvements Balance ton folklore, etc., qui ont montré que c'était une réalité pour tous et toutes, constante, donc c'est top. Voilà. Il faut que ce soit à grande échelle, partout, du soutien et de l'aide en direct et par après. Selon un récent sondage, 50% des personnes disent vouloir faire appel à la police en cas d'agression sexuelle et seulement 36% des sondés estiment faire confiance à la police. On sait que le mouvement Balance ton bar, il y a 2 ans, est parti d'ici parce qu'il y a eu des constats totalement inacceptables qui ont été faits et à un moment donné qui ont suscité une réaction qui était légitime et qui était extrêmement importante. Une demande aussi qui a dit c'est là aussi qu'on voudrait avoir un local plus adapté et qui tienne compte de ces violences pour pouvoir venir témoigner. 5 autres cellules sont prévues pour 2024 en région bruxelloise. L'objectif à long terme est d'en avoir une dans chaque zone de police. Un appel à projet sera lancé en ce sens dès l'année prochaine. Alors, hors pénois, on a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites contre les violences faites aux femmes. Est-ce que ça va assez vite ? Ça n'ira jamais assez vite, évidemment. Mais je trouve ces initiatives qui sont super, qui manquent peut-être encore un peu plus de communication, qui nécessiteraient aussi de ne pas rester qu'à Bruxelles. J'espère que ça va aussi donner naissance dans d'autres régions du pays. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et surtout, j'aimerais peut-être, c'est peut-être une suggestion aussi, qu'il y ait une espèce de rotation, en fait, pour que ces policiers qui, eux, sont formés, accueillent d'autres des équipes pour les sensibiliser, parce qu'un des gros problèmes, je pense, ça reste la sensibilisation des forces de police sur ce genre de questions. Et ces cellules vont aider, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Francis Delperrey, avec votre expérience politique, il y a quelques années, c'est quand même des sujets qui sont depuis quelques années seulement sur la table. Toute cette lutte contre les violences faites aux femmes, ici c'est même plus général. La cellule EVA, ça concerne les hommes aussi, bien sûr. Mais comment vous voyez cette évolution-là ? Mais moi, ce qui m'a frappé cette année-ci, c'est la loi qui est intervenue, la loi du 13 juillet 2023. Loi fédérale. Quoi ? Loi fédérale. Loi fédérale pour à la fois définir le féminicide et une série d'autres agissements, je dirais, connexes, pour essayer aussi de définir différentes catégories de féminicide. Féminicide intime, le mari, le partenaire, un membre de la famille, ou au contraire, le féminicide externe, un tiers qui vous agresse, ou peut-être aussi un féminicide indirect qui résulte d'interventions extérieures, telles que les mutilations génitales, etc. Donc ça c'est écrit dans la loi. Et, en plus de ça, la création d'un conseil scientifique pour étudier le phénomène, qui, comme vous dites très bien, il n'est pas encore tellement connu, il n'est peut-être pas encore suffisamment appréhendé dans toutes ces dimensions, des statistiques, des méthodes, les locaux, les méthodes d'interrogation. Voilà. Il faut travailler là-dessus, et je crois que la loi du 13 juillet est un bon pas dans la bonne direction. Ce n'est pas une loi pénale. Hein. Oui, non, ce n'est pas dans le code pénal, c'est important. Le code pénal ne connaît pas le mot de féminicide. Ça, c'est l'accord qu'il y a eu entre les différents votants. Bianca Debatz, de votre côté, quelles sont les étapes suivantes peut-être à faire passer ? Est-ce que vous voyez d'autres décrets, ou d'autres ordonnances ou d'autres lois Oui, c'est un sujet qui me touche à cœur, bien sûr, en tant qu'ancienne secrétaire d'État pour l'égalité des chances et en tant que femme, de voir qu'il y a toujours autant de violence physique et mentale qui est faite aux femmes intrafamiliales, parce que pour parler des féminicides, 50% est fait par des gens qui sont proches. Vie nocturne, le bourgmestre en a parlé, aussi la violence dans la rue. Il faut quand même admettre que beaucoup de femmes, dans certains quartiers à Bruxelles, ne se sentent pas à l'aise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut aussi oser briser le tabou, surtout quand on parle des violences intrafamiliales.
Parce que j'ai rencontré des victimes et bien souvent, il y a un tabou. On n'ose pas en parler parce qu'on garde une certaine loyauté, parce qu'on est dépendant du mari de l'auteur, parce qu'on a peur des représailles. Donc je pense que c'est un élément à faire. La prévention et puis aussi la répression, bien sûr. Peut-être aussi, oui, le féminicide, le reconnaître plus, c'est une première étape, je pense. Mais encore donner plus de place aussi dans le code pénal. Je pense que c'est une étape. Lorsqu'on parle beaucoup aussi de 25, on parle beaucoup aussi des viols de guerre. Il n'y a pas non plus que ce qui se passe directement chez nous. Il y a ce qui se passe sur la planète, Yves Kengen, dans la planète. Oui, mais c'est terrifiant. Je reviens une minute et pas davantage sur ce que M. Delperret a dit. Il fait une analyse comme ça très froide. On a le féminicide A, le féminicide B. C'est pas moi qui le fais, hein, c'est la loi qui le fait. Oui, je suis d'accord. Mais bon, c'est vous qui avez parlé de ça. Donc je vous tiens pour l'objet de ma remarque. Ne vous sentez pas personnellement. Mais enfin, pendant ce temps-là, il y a des femmes qui meurent, quoi. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on n'a pas assez parlé de ce phénomène. On n'a pas voulu l'entendre. Je crois que c'est ça la réalité. On en a beaucoup parlé, mais on n'a pas voulu l'entendre au plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est vraiment désolant. Alors après, il ne faut pas non plus perdre de vue les innombrables, oh là là, j'en perds mon latin, le viol. J'ai vu qu'il y avait un logo de l'association SOS Viol, dont je suis membre d'ailleurs. La cellule EVA, oui. Et donc on oublie ça aussi. Bianca Debatz a dit oui, il y a des tabous au niveau de la famille, etc. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on ne fait pas assez non plus pour la prévention de la criminalité sexuelle. Oui, et sans doute, certainement, il n'y a pas que les victimes. Il y a les agresseurs aussi. Oui, et ceux-là, on les oublie souvent. Et c'est là où peut-être que la prévention, peut-être dans les écoles et ailleurs... Une bonne chose, bien sûr, parce que je rejoins votre émotion que je ressens aussi, nous tous, je pense, tous les quatre de la table, c'est l'arrivée des centres, et Bruxelles était le pionnier, des centres de prise en charge des violences sexuelles, celui de la rue, près de rue Haute, où on est vraiment bien encadré, on est pris au sérieux, il y a un suivi médical, c'est important pour les preuves, DNA, etc. Et aussi, bien sûr, la prise en charge physique, mentalement. Et donc, je pense que maintenant, on en a dans toutes les provinces. Et donc, je pense que c'est un élément important de vraiment bien encadrer les victimes. Très bien, on va passer à présent au coup de cœur. Alors Aurore, vous voulez nous parler d'un oblitérateur orange. Exactement. J'imagine que vous avez pris la STIB avant 2016, tous ici autour de la table. Vous vous souvenez peut-être de cette énorme boîte orange qui était dans les bus, les métros et autres. L'été 2016, en fait, il a été décidé de les retirer, de les remplacer par quelque chose de moderne. Et c'est presque 3000 oblitérateurs ont fini à l'Ouvroir, qui est une entreprise de travail adapté. Et ils ont été en fait reconfigurés en boîtes à clés qui ont été ensuite vendues à la STIB et autres. Ça a eu un succès colossal. Et là, on est arrivé aux 100 derniers. Et à l'occasion des 100 derniers et de la semaine en lien avec la personne handicapée, il y a une exposition qui se tient en ce moment à la Bourse à Bruxelles. Elle commence aujourd'hui jusqu'au 3 décembre. Ces 100 derniers ont été offerts à des associations et à des artistes qui les ont repimpés un peu différemment. Donc l'idée, c'est de les découvrir cette semaine, les acheter peut-être, éventuellement. Je trouvais ça assez original puisque c'est un objet du commun qui, au lieu de finir à la casse, en fait, a vraiment eu une nouvelle vie artistique. Je serais bien venue avec ma boîte, mais je n'ai pas su l'article. Voilà. Elle est lourde. Elle est un peu lourde. Yves Kengen, vous vouliez parler, vous, d'une salle. Oui, d'une salle où on trouve des oblitérateurs. Et je ne suis pas sûr qu'on en trouve encore, mais c'est une salle qui est jouxte le Train World, donc le musée du train dans la magnifique gare de Schaerbeek, qui fait restaurant le jour et qui la nuit s'ouvre à des prestations musicales gratuites. Et donc je serai ce soir pour assister au concert d'un groupe bruxellois, Gabba Lovers, qui accueille également les Français de l'Ulysse, je ne sais pas comment il faut dire, les Ulysse.
et que tout ça est fait à l'invitation de l'association Make Trouble, qui organise énormément de concerts de rock, de punk rock, etc. Et voilà, donc je propose en voiture pour la gare. Allez, en route alors. On ne peut plus aller en voiture à Bruxelles, c'est en wagon qu'il faut. Mais non, il fallait en train. Et moi, c'est du punk donc qui joue ce soir. Ce soir, c'est du rock. Oui, parce que notre journaliste punk. Oui. Voilà. Et moi, je voudrais rapidement vous parler du retour de la gaffe. C'est cet album de Gaston qu'on a cru qu'il ne paraîtrait jamais, qui est en fait une revisite de Gaston, dessinée par le Canadien Delaf. Alors, je trouve qu'il ne mérite pas toute l'opprobre qui était versée. Il mérite mieux. C'est plutôt bien dessiné. C'est plutôt les gags sont plutôt bons. Il y a un côté un peu vintage, puisque tout se passe un peu à l'époque où Franquin le dessinait. Mais c'est plutôt sympa, et je trouve que cet album vaut quand même la peine d'être lu, et c'est un beau travail. Rapidement, quelque chose à faire à Woluwe-Saint-Pierre, Francis Delperré, vous qui y êtes quand même de temps en temps entre vos différents voyages. Vous en profitez pour voyager. Je crois qu'à Woluwe-Saint-Pierre, il y a une exposition qui est permanente, qui est la Witokana. C'est un musée qui donne essentiellement des reliures. Oui, c'est une bibliothèque. Bibliothèque, voilà. C'est assez, toujours intéressant. C'est assez original. Je crois que c'est même quelque chose de tout à fait spécifique au niveau européen. La bibliothèque Witokana, donc, c'est à Woluwe-Saint-Pierre. Et vous, Bianca de Batz, à part aller à Plaisir d'hiver. Ah non, oui, bien sûr, le Blue Wine d'hiver, je ne l'oublierai pas. Oui. Mais non, je trouve qu'il faut quand même l'admettre qu'on est vraiment gâté au niveau culturel à Bruxelles. Et donc, j'ai prévu une exposition Beaux-Arts, Tapies. Oui. Voilà, le peintre espagnol qui donc qu'on expose à Beaux-Arts. À Beaux-Arts. Eh bien, merci en tout cas à tous les quatre. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une autre émission des Experts. Merci à vous. Merci.